Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue au troisième épisode de la série webinaire en collaboration avec RARQC et le RQMO. Aujourd'hui, on reçoit Anaïs Medouni, qui est étudiante au doctorat et qui va nous en parler un petit peu plus. Donc, qui présente une présentation dont le titre est Modéliser la maladie pour mieux la combattre. Puis en fait, c'est nous qui a raccourci le titre parce que le titre est beaucoup plus long. Elle va nous parler notamment d'hypertrophie cardiaque des rhazopathies. Donc, sans plus tarder, je vous présente Anaïs Medouni. Bonjour Anaïs. Bonjour, comment ça va? Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ben oui, ça va très bien, merci. Puis merci d'être avec nous pour présenter justement là, en fait des maladies peut-être qu'on n'a jamais entendu parler ou peut-être que les personnes qui nous suivent, là, qui nous regardent présentement, n'ont jamais entendu parler, mais qui quand même sont importantes, qui touchent plusieurs dizaines de personnes. Euh, voilà, fait que je te laisse te présenter peut-être un petit peu plus, parle-nous de toi, ton sujet de thèse et tout ça, puis après ça, on va pouvoir passer avec la présentation. Parfait. Donc, je m'appelle Anaïs Medouni. Je fais un doctorat dans le laboratoire du docteur Gregor Handelfinger, qui se situe au centre de recherche du CHU Sainte-Justine à Montréal. Donc, docteur Handelfinger est pédiatre et cardiologue et aussi chercheur. Donc, ce qui nous intéresse dans le lab vient souvent de ce qu'il voit en fait, chez les patients et on s'intéresse particulièrement aux maladies congénitales, surtout génétiques. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une maladie génétique qui est causée par une mutation. Donc, c'est les rhazopathies, mais plus particulièrement, je vais vous parler d'un type de rhizopathie qui s'appelle le syndrome de Noonan. Fait que c'est ça. Excellent. Ben, écoutez, c'est super. Moi, j'ai bien hâte de voir la présentation puis d'en entendre un peu plus sur cette maladie-là et surtout sur les modifications génétiques sous-jacentes. Donc, avant qu'on y aille avec la présentation, puis Anaïs, je t'invite à partager ton écran pour la présentation. Simplement mentionner que vous le voyez dans le bas, si jamais vous avez des questions ou des commentaires pendant la présentation, en fait, on vous invite à les mettre en commentaire. Puis nous, on est capable là, justement de voir ces commentaires-là. On va pouvoir les afficher à la fin de la présentation seulement. Lorsqu'Anaïs aura terminé la présentation, on va pouvoir répondre bien évidemment aux questions. Donc, je vais ajouter la présentation. Et puis, voilà. Fait que Anaïs, je te laisse la parole et la présentation. Parfait, merci. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de Noonan, qui, comme je l'avais dit, fait partie d'un grand groupe de syndromes qu'on appelle les rhazopathies. Donc, c'est un syndrome qui est développemental, qui est causé par une mutation génétique et qui touche à peu près une personne sur 2000 et qui est caractérisé par des symptômes qui touchent un peu plusieurs systèmes du corps. Donc, on parle entre autres de retard de croissance, des anomalies au niveau du cœur et aussi au niveau du système lymphatique. Et donc, comme je l'avais dit, il est causé par une mutation génétique, plus particulièrement dans la voie de signalisation Rasmap kinase. Alors, c'est quoi une voie de signalisation? Donc, pour schématiser ça un peu, les voies de signalisation, c'est comme un ensemble d'engrenages qui sont présents dans toutes les cellules et qui, quand ça tourne bien, sont responsables du bon fonctionnement de la cellule finalement. Et lorsqu'il y a un bris dans une des parties de l'engrenage, là, on parle plus d'une mutation, donc une erreur dans l'ADN, bien sûr, ça va mal tourner et le comportement cellulaire va être modifié. Et aujourd'hui, je vais particulièrement vous parler des mutations dans le gène RAF1, puisqu'elles sont le plus associées aux anomalies cardiaques. Donc, plus particulièrement, la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la cardiomyopathie hypertrophique, qui est dans le fond un épaississement des parois du cœur qui est anormal et pathologique et qui va rendre le fonctionnement du cœur plus difficile. Et donc, en ce moment, il y a des traitements pour gérer les symptômes, mais ils ne sont pas idéaux. Donc, certains patients n'y répondent pas ou y répondent moins. Et c'est donc pour ça que dans mon projet, je cherche à trouver de meilleurs traitements pour ces patients-là. Et donc, oui, parfait. Mais avant de continuer, il faut que je vous parle un peu plus du cœur. Donc, le cœur, comme tous les organes du corps, peut être comparé à un village qui a plein d'habitants. Et donc, les habitants ici, ça va être les différents types cellulaires qui ont chacun leurs particularités et leurs fonctions. Et donc, aujourd'hui, je vais m'intéresser particulièrement à 3 types de cellules. Donc, d'abord, les cardiomyocytes, qui sont en fait des cellules capables de se contracter et qui sont responsables, en fait, qui font que le cœur peut battre. Et elles représentent la majorité de la masse du cœur. Il y a aussi les fibroblastes cardiaques, qui sont des cellules de maintien, si on peut dire. Elles s'intercalent entre les cardiomyocytes et elles sont responsables aussi de bien garder la structure. Et elles sont aussi beaucoup impliquées lorsqu'il y a des maladies ou un infarctus. Et finalement, on a les cellules endothéliales, qui sont des cellules qui tapissent nos vaisseaux sanguins.
On peut les retrouver partout dans le corps et bien sûr, on va en trouver dans le cœur aussi. Et elles sont aussi impliquées lorsqu'il y a des maladies ou dans l'inflammation. Et donc, dans une étude qui a été déjà faite en 2017 et qui modélisait la maladie dans une souris, des chercheurs avaient trouvé que lorsque la mutation était exprimée seulement dans la cellule endothéliale, donc les cellules des vaisseaux sanguins, ça induisait quand même une hypertrophie dans le cœur des souris, et que lorsqu'elle était exprimée seulement dans les fibroblastes, donc les cellules de soutien, ils observaient de la fibrose, c'est-à-dire qu'il y avait un dépôt de matière fibreuse dans le cœur qui fait en sorte que, encore une fois, il va battre moins bien. Et donc, en me basant sur ces connaissances-là, la question que je me pose dans mon projet, c'est est-ce que les mêmes mécanismes ont lieu, est-ce que les mêmes choses se passent dans le cœur lorsqu'on a, dans le cas de la mutation la plus fréquente, qui représente plus de 50% des cas, qui est RAF1 S257L. Alors, et donc, mon hypothèse, c'est que si je suis capable de mieux étudier les interactions cellulaires entre ces 3 types cellulaires que j'avais mentionnés, je serais peut-être en mesure d'identifier, au fait, les mécanismes ou les voitinisations qui sont altérées, qui ne fonctionnent pas bien. Et je pourrais par la suite essayer de cibler ces éléments qui ne fonctionnent pas bien et pour essayer de traiter finalement la maladie. Et donc, pour ce faire, il me faut un modèle, bien sûr, pour modéliser la maladie et l'étudier. Évidemment, surtout parce que les tissus cardiaques sont extrêmement rares, avec raison. On ne peut pas prendre de biopsie du corps. Donc, il faut faire avec autre chose. Donc, généralement, il y a deux options qui vont s'offrir à moi. Donc, soit les animaux ou les cellules. Donc, les animaux, ils ont l'avantage d'être des systèmes complets. Donc, il y a un cœur qui est en 3D, qui est bien structuré. On a plusieurs types cellulaires. Donc, ça, c'est bien. Mais le désavantage, c'est qu'ils ne sont pas humains, évidemment, mais parfois on peut trouver des différences entre les espèces. Et donc ça, c'est un désavantage. De l'autre côté, on peut utiliser des cellules humaines qui ont l'avantage, évidemment, d'être humaines, donc on n'a pas le risque de différence par rapport à l'espèce, mais elles n'ont pas d'organisation 3D. On va avoir des cellules d'un seul type, puis genre, c'est pas assez bon pour modéliser le cœur en 3D. Mais il y a une alternative, et c'est ce qu'on appelle des organoïdes ou des mini-cœurs qui sont, dans le fond, un agrégat de différents types de cellules ensemble qui vont former une structure 3D et qui sont capables de battre, bien sûr, comme un cœur. Et puis ça va nous permettre de non seulement étudier des cellules humaines, mais aussi de les étudier dans leur contexte en 3 dimensions. Et donc, d'où viennent les cellules? Alors, dans mon cas, j'utilise des cellules qui viennent d'un patient ou d'un contrôle sain. Donc, ça peut être n'importe quelle cellule, de la peau ou du sang. Puis par la suite, on va les reprogrammer avec des facteurs génétiques pour avoir ce qu'on appelle des cellules induites pluripotentes souches. Donc, ces cellules-là, on peut les comparer à des cellules dans un embryon, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se transformer en n'importe quel tissu, d'où le nom de cellules souches. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris des cellules de patient ou de contrôle sain et je les ai transformées, je les ai différenciées en 3 types cellulaires que j'avais déjà mentionnés. Donc, les cardiomyocytes qui sont capables de battre, comme vous pouvez le voir, des fibroblastes et les cellules endothéliales, donc pour les vaisseaux sanguins. Et comme vous pouvez le constater, chacune ont leurs caractéristiques morphologiques distinctes. Donc, par la suite, je me suis intéressée encore plus aux cardiomyocytes parce que, évidemment, c'est eux qui habituellement montrent les premiers signes d'hypertrophie qui vont être trop gros dans le fond. Donc, sans surprise, j'ai trouvé que mes cardiomyocytes étaient effectivement plus gros que les cardiomyocytes contrôle, ce qui est en accord avec la littérature. Et j'ai aussi trouvé que leurs sarcomères étaient moins organisés. Quand on parle de sarcomères, en fait, c'est des protéines à l'intérieur de la cellule qui sont super importantes pour sa structure et aussi surtout pour la contraction. Donc, le fait qu'elles soient moins organisées laisse entendre qu'il y a probablement aussi des problèmes au niveau de la contraction du cœur. Par la suite, j'ai regardé les fibroblastes, donc comme j'avais dit, les cellules de soutien, pour voir aussi est-ce qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et effectivement, dans les cellules mutantes, j'ai trouvé que non seulement elles étaient plus grandes de taille, mais elles montraient aussi ce qu'on appelle des fibres de stress, ces structures filamenteuses que vous pouvez voir dans les cellules. En fait, ces 2 éléments mis ensemble, c'est vraiment caractéristique de ce qu'on appelle les myofibroblastes, qui sont en fait des fibroblastes, mais qui sont présents en situation de stress. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils auront tendance à déposer plus de matière fibreuse autour d'eux. Et ça, encore une fois, c'est en accord avec ce qu'on avait vu dans l'autre étude qui montrait aussi qu'il y avait plus de fibrose, donc plus de matière fibreuse. Et donc, finalement, maintenant que j'ai établi mon modèle et je vois que je suis capable de remodéliser la maladie, les prochaines étapes vont être de plus s'intéresser
de mettre ces cellules en 3D puis de regarder au fait comment elles interagissent ensemble, qu'est-ce qu'elles se racontent finalement, parce qu'elles vont s'envoyer des signaux par des molécules ou bien par contact direct. Et comme j'avais dit, en essayant de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui cloche, je serai capable de mieux identifier des nouvelles cibles thérapeutiques pour de nouveaux traitements. Et donc, ça conclut ma présentation. Merci pour votre écoute. Je tiens à remercier mon superviseur, Dr. Handelfinger, les membres du laboratoire Handelfinger et les patients, bien sûr, et leurs familles, parce que c'est grâce à eux qu'on est capable de faire ce projet. Donc, merci aussi aux organismes subventionnaires, puis merci au RQMO puis à Rare Québec de m'avoir donné l'opportunité de présenter. Bien, merci à toi, Anaïs. Mon Dieu, c'était très... je vais remettre l'écran comme ça. Donc, c'était très, très intéressant. Puis, écoute, on n'a pas de commentaires qui se sont ajoutés. Peut-être, en attendant, si jamais il y a des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les écrire là, dans la section commentaires, que vous soyez sur Facebook, LinkedIn, YouTube ou même sur StreamYard, que vous êtes inscrit sur StreamYard. J'ai peut-être une question qui est un peu une ouverture, mais ça serait quoi pour toi les prochaines étapes, donc, de ce que tu nous as présenté? Maintenant, tu sais que tu as quelques résultats et tout ça, c'est quoi la suite des choses pour toi? Qu'est-ce que tu veux tester? Ça serait quoi l'objectif au final? Ouais. Ben, la prochaine étape, une fois que j'ai mis mes cellules ensemble, ça va être de regarder les interactions, comme je l'avais dit. Puis il y a une méthode pour ça qui est vraiment bien, qui est fait le séquençage d'ARN à cellules uniques. Donc, dans le fond, on va prendre les cellules, on va toutes les dissocier, puis on va regarder chaque cellule, qu'est-ce qu'elle va exprimer comme protéine et comme gène. Puis ça va nous renseigner au fait ce qui se passe dans chaque cellule. On pourra discerner les 3 types cellulaires. Puis par la suite, il y a des outils qui sont faits pour pouvoir regarder comment elles interagissent. En fait, laquelle va envoyer un signal, puis laquelle va recevoir le signal. Fait une fois qu'on aura identifié quelque chose, mettons que c'est la protéine X qui est signalée par les fibroblastes, bien là, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut réduire cette sécrétion de la protéine. Puis c'est comme ça qu'on pourra essayer aussi d'autres traitements aussi. OK. Excellent. C'est super. On a un commentaire et une question de Lilith Antonian qui dit « Merci pour la merveilleuse présentation. Sait-on quelle est l'incidence du syndrome de Noonan dans le monde? » Ouais, tu avais parlé d'une maladie sur 2000 au début de la présentation, mais est-ce que ça, c'est propre au Canada ou est-ce que c'est... Non, c'est dans le monde. Puis ça touche toutes les ethnicités pareilles. Puis c'est aussi c'est 50-50 entre les hommes et les femmes aussi. Mais c'est une personne sur 2000 à peu près. Puis de ça, il y a à peu près 20% des patients qui vont avoir l'hypertrophie. OK, excellent. Ben, peut-être en sous-question, Lilith qui demande, y a-t-il d'autres organes qui sont touchés dans ce syndrome que le cœur? Ben, comme je l'avais dit, en fait, c'est la plupart des organes qui vont être touchés. Il y a parfois des retards de développement au niveau cérébral. Donc, musculo-squelettique et aussi le système lymphatique. Puis aussi, ces patients-là sont généralement plus à risque de développer des cancers, particulièrement les cancers du sang. Parce qu'au fait, la voie de signalisation dont j'ai parlé est beaucoup, très souvent mutée dans les cancers. Fait que ça fait du sens. Vu qu'elle est déjà un peu trop active, bien là, ils ont plus tendance à avoir des cancers aussi. OK, excellent. Merci pour la réponse. On a un commentaire de Yann Desfossés sur LinkedIn qui dit « Félicitations pour la vulgarisation. Un sujet complexe dans un langage accessible. C'était captivant. » Puis oui, je joins ma voix à ce commentaire-là. C'était très bien vulgarisé, très bien expliqué. Puis souvent, c'est ça, hein, les maladies rares, tout ce qui est scientifique, on a tendance à vouloir complexifier la chose. Puis toi, je pense que tu l'as fait d'une bonne façon en vulgarisant bien là, justement ton sujet. On a Christine Hiergeau sur LinkedIn qui nous dit « Merci pour cette belle présentation et le travail accompli jusqu'à maintenant. Est-ce que vous prévoyez que des cibles thérapeutiques identifiées pour améliorer la fonction cardiaque dans le syndrome de Noonan, causé par la mutation présentée, pourraient s'appliquer à d'autres mutations causant le syndrome de Noonan ou même pour d'autres cardiopathies? » Oui, ben, c'est une excellente question. Déjà, pour les autres mutations dans le syndrome de Noonan ou même les rasopathies de façon générale, parce que c'est tout dans la même famille, j'aurais tendance à dire oui, mais avec un petit bémol, c'est que, comme je l'ai dit, la mutation dont j'ai parlé, elle représente 50% des cas. Et les autres mutations ont des incidences variées. Donc, ça implique que chaque mutation va avoir un effet particulier, même s'ils sont dans la même voie de signalisation. Fait que je me dis, c'est probable que ce que je vais observer dans cette mutation-là pourra peut-être s'appliquer aux autres mutations,
Mais avec ce qu'on sait, je pense qu'il faudra vraiment, c'est vraiment important de mieux comprendre chacune des mutations, puis c'est quoi son effet sur les cellules. Fait que c'est comme oui et non. OK, excellent, excellent. Il n'y a pas d'autres questions, mais si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent par la suite, ou même les gens qui vont regarder la vidéo en rediffusion, que ce soit, encore une fois, sur Facebook, LinkedIn ou YouTube, ben, je vous invite en fait à mettre les commentaires. Nous, on les regarde quand même de façon périodique. Et si jamais il y a des nouvelles questions qui apparaissent, ben, on peut les soumettre à Anaïs pour réponse. Puis après ça, on met la réponse dans les commentaires. Donc, ça reste public, évidemment. Donc, ça répond à peut-être d'autres personnes qui auraient le même genre de questions. Ouais. Puis il y a aussi mon courriel sur la dernière diapo, fait que n'hésitez pas. Tout à fait. Donc, on peut aller revoir. On peut reculer la vidéo un petit peu pour aller voir la dernière diapo d'Anaïs pour avoir ses coordonnées. Ben, écoute, merci beaucoup, Anaïs, pour ton temps. Merci pour l'excellente présentation. Bonne chance pour la suite de ton doctorat. Puis, on espère que, justement, tu arrives avec des résultats probants, justement, parce qu'évidemment, le but de cette initiative de présenter des projets de recherche dans la collaboration ROR-QC et RQMO, c'est de montrer justement qu'est-ce qui est fait pour les patients en recherche pour qu'ultimement, justement, on puisse trouver des traitements ou même de prévenir certaines maladies dans certains cas. Ouais. Donc, voilà. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est le 15 janvier prochain. C'est Dr. Paul Duchak qui va être avec nous et ça va être une présentation en anglais cette fois-ci. Donc, je vous souhaite un bon temps des fêtes à tous et à toutes et une bonne année 2026 à l'avance. Au plaisir de se revoir le 15 janvier prochain. Merci encore, Anaïs. Merci à vous. Bonne journée.